Salut la team autodidacte, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur notre formation CCNA. Donc sans plus tarder, commençons. Aujourd'hui, on démarre une vidéo dédiée aux composants et aux médias des réseaux informatiques. Avant de parler des médias, il est important de connaître les composants qui permettent au réseau de fonctionner. Parmi les principaux équipements réseau, on retrouve le répéteur, le hub, le switch, le routeur, le modem, le point d'accès, le bridge. Dans cette vidéo, on va avancer progressivement, en commençant par l'un des composants les plus simples, le répéteur. Le répéteur est un équipement réseau de couche physique. Son rôle est très simple. Il reçoit un signal affaibli, le régénère, puis le retransmet. Il ne comprend pas les données, il ne les analyse pas, il se contente de répéter le signal. Pourquoi est-ce nécessaire? Parce que dans un réseau, plus la distance augmente, plus le signal se dégrade. Le répéteur permet donc d'augmenter la portée d'un réseau en compensant l'atténuation du signal. Cependant, le répéteur a une limite importante. Il répète tout, y compris les erreurs et le bruit. Il n'apporte aucune intelligence réseau, aucun filtrage, aucune sécurité. Aujourd'hui, les répéteurs sont peu utilisés dans les réseaux modernes, car ils ont été largement remplacés par des équipements plus intelligents comme les switches. Mais il reste essentiel pour comprendre les bases du fonctionnement physique des réseaux. Comprendre le rôle du répéteur, c'est comprendre la première étape de la transmission réseau. Le signal, sa portée et ses limites. Continuons avec un autre composant fondamental des réseaux informatiques, le hub. Aussi appelé concentrateur, le hub est comme le répéteur, un équipement de couche physique. Son rôle est de connecter plusieurs machines au sein d'un même réseau local. Concrètement, lorsqu'un hub reçoit des données sur un de ses ports, il les retransmet automatiquement sur tous les autres ports. Il ne sait pas à qui les données sont destinées. Il ne fait aucune distinction, aucune analyse, aucun filtrage. Cela signifie que tous les équipements connectés au hub reçoivent les mêmes données, même si un seul poste est réellement concerné. Le hub fonctionne donc en diffusion totale. Cette manière de fonctionner entraîne plusieurs problèmes. D'abord, les collisions sont fréquentes, car plusieurs machines peuvent parler en même temps. Ensuite, il n'y a aucune sécurité, puisque toutes les données circulent vers tous les postes. Pour ces raisons, les hubs sont aujourd'hui quasiment abandonnés dans les réseaux modernes. Ils ont été remplacés par les switches, qui sont beaucoup plus intelligents et efficaces. Cependant, le hub reste important d'un point de vue pédagogique. Il permet de comprendre les notions de collision, de diffusion et les limites des équipements de couche physique. Comprendre le hub, c'est comprendre pourquoi l'évolution vers des équipements plus performants comme le switch a été indispensable dans les réseaux informatiques. Continuons avec un composant clé dans l'évolution des réseaux informatiques, le pont. Aussi appelé bridge, le pont est un équipement réseau qui fonctionne à la couche liaison de données. Contrairement au répéteur et au hub, il ne se contente pas de répéter les signaux. Il commence à introduire de l'intelligence dans le réseau. Le rôle du pont est de relier deux segments de réseau local tout en filtrant le trafic. Pour cela, il analyse les adresses MAC contenues dans les trames. Il apprend quelles machines se trouvent de chaque côté du réseau et prend des décisions en conséquence. Lorsqu'une trame arrive, le pont vérifie l'adresse MAC de destination. Si la machine cible se trouve sur le même segment, la trame n'est pas transmise. Si elle se trouve de l'autre côté, la trame est relayée. Grâce à ce fonctionnement, le pont permet de réduire le trafic inutile et de limiter les collisions. Chaque segment devient plus efficace et plus stable. Cependant, le pont reste limité. Il connecte généralement seulement deux segments et ne gère pas de réseau complexe. C'est pour cette raison qu'il a été progressivement remplacé par le switch, qui applique le même principe mais à plus grande échelle. Passons maintenant à l'un des composants les plus importants des réseaux informatiques modernes. Le switch. Le switch est un équipement réseau qui fonctionne principalement à la couche liaison de données. Il connecte plusieurs équipements au sein d'un réseau local et introduit une véritable intelligence dans la circulation des données. Contrairement au hub, le switch n'envoie pas les données à tous les ports. Il analyse les adresses MAC contenues dans les trames et construit une table, appelée table MAC ou table CAM, qui lui permet de savoir quel équipement est connecté à quel port. Lorsqu'une trame arrive, le switch vérifie l'adresse MAC de destination. Si cette adresse est connue, la trame est envoyée uniquement vers le port concerné. Si elle est inconnue, la trame est diffusée temporairement, le temps que le switch apprenne. Grâce à ce fonctionnement, le switch réduit fortement les collisions et améliore les performances du réseau. Chaque port devient un domaine de collision indépendant. Les switches modernes offrent aussi des fonctionnalités avancées, comme les VLAN, qui permettent de segmenter logiquement un réseau, ou encore des mécanismes de sécurité et de gestion du trafic. Aujourd'hui, le switch est le pilier des réseaux locaux. On le retrouve dans les entreprises, les data centers et même dans les réseaux domestiques. Passons maintenant à un composant central des réseaux informatiques, le routeur. Le routeur est un équipement réseau qui fonctionne à la couche réseau. Son rôle principal est de connecter plusieurs réseaux différents entre eux et de permettre aux données de circuler d'un réseau à un autre. Contrairement au switch, qui travaille avec des adresses MAC à l'intérieur d'un même réseau local,
le routeur utilise les adresses IP. Il prend des décisions de routage en analysant l'adresse IP de destination des paquets. Pour faire cela, le routeur s'appuie sur une table de routage. Cette table lui indique les chemins possibles pour atteindre un réseau donné et lui permet de choisir la meilleure route pour acheminer les données. Lorsqu'un paquet arrive sur un routeur, celui-ci vérifie le réseau de destination. Si le réseau est directement connecté, le paquet est transmis. Sinon, il est envoyé vers un autre routeur jusqu'à atteindre sa destination finale. Le routeur permet aussi de séparer les domaines de diffusion. Cela limite la propagation inutile du trafic et améliore la performance globale du réseau. Dans les réseaux modernes, les routeurs offrent des fonctionnalités avancées comme le routage dynamique, le NAT, le filtrage de trafic et des mécanismes de sécurité. Aujourd'hui, le routeur est indispensable. C'est lui qui permet l'accès à Internet, l'interconnexion des réseaux d'entreprise et la communication à grande échelle. Poursuivons avec deux composants essentiels pour l'accès au réseau et à Internet. Le modem et le point d'accès. Commençons par le modem. Le modem est un équipement qui permet de connecter un réseau local à un fournisseur d'accès à Internet. Son rôle principal est de convertir les signaux numériques du réseau informatique en signaux adaptés aux médias de transmission utilisés par le fournisseur, et inversement. Le terme modem vient d'ailleurs de modulation et démodulation. Selon la technologie utilisée, on peut avoir des modems ADSL, câbles, fibres ou 4G et 5G. Le modem ne prend pas de décision de routage complexe. Il sert avant tout de passerelle technique entre le réseau local et le réseau du fournisseur. Dans de nombreux équipements modernes, le modem est intégré avec d'autres fonctions comme le routeur ou le pare-feu, mais son rôle de base reste la conversion et la transmission du signal vers Internet. Passons maintenant au point d'accès, ou access point. Le point d'accès est un équipement qui permet aux appareils sans fil de se connecter à un réseau filaire via le Wi-Fi. Il fonctionne principalement à la couche liaison de données et agit comme un pont entre le réseau câblé et le réseau sans fil. Lorsqu'un appareil se connecte en Wi-Fi, le point d'accès reçoit les données radio, les convertit en trame Ethernet et les transmet sur le réseau filaire. Il permet ainsi la mobilité tout en conservant l'accès au réseau local. Dans les entreprises, les points d'accès sont souvent gérés de manière centralisée pour assurer la couverture, la sécurité et la performance. Comprendre le rôle du modem et du point d'accès, c'est comprendre comment un réseau local s'ouvre vers Internet et comment les utilisateurs s'y connectent sans fil. Pour terminer cette deuxième partie, parlons maintenant des médias de transmission dans les réseaux informatiques. Un média de transmission, c'est le support physique ou sans fil qui permet aux données de circuler entre les équipements réseau. Autrement dit, c'est le chemin emprunté par l'information, depuis un appareil jusqu'à un autre. On distingue deux grandes catégories de médias, les médias filaires et les médias sans fil. Les médias filaires utilisent un support physique. Le plus courant est le câble à paire torsadé, utilisé dans la majorité des réseaux locaux. Il est peu coûteux, facile à installer et adapté aux courtes et moyennes distances. On trouve aussi le câble coaxial, aujourd'hui moins utilisé, mais historiquement important dans les réseaux et encore présent dans certaines infrastructures. Enfin, la fibre optique représente le média filaire le plus performant. Elle transmet les données sous forme de signaux lumineux, offre de très haut débit, une grande portée et une forte résistance aux interférences électromagnétiques. C'est le média privilégié pour les réseaux longue distance et les infrastructures modernes. Les médias sans fil, quant à eux, utilisent les ondes électromagnétiques. Le plus connu est le Wi-Fi, qui permet la mobilité des utilisateurs tout en offrant un accès au réseau local. On retrouve aussi les technologies cellulaires comme la 4G et la 5G, utilisées pour l'accès mobile à Internet. Le but de cette partie sera justement de faire une étude approfondie des médias de communication. Approfondissons maintenant la ligne de transmission par câbles électriques, car c'est l'un des médias les plus utilisés en réseau informatique. Une ligne de transmission par câble électrique est constituée d'éléments conducteurs métalliques, le plus souvent en cuivre. Son rôle est de transporter un signal électrique depuis un émetteur vers un récepteur. Dans un réseau, cela peut être un ordinateur qui envoie des données vers un switch, ou un switch vers un routeur. Le principe est simple, l'information est codée sous forme de variations de tension électrique. Ces variations représentent les données à transmettre, qu'il s'agisse d'un signal analogique ou d'un signal numérique. Dans un signal analogique, comme un signal audio, la tension varie de manière continue. Si une perturbation apparaît, par exemple à cause d'un moteur électrique à proximité, elle se superpose au signal. À l'écoute, cela se traduit par des bruits parasites, souvent appelés de la friture. Dans un signal numérique, utilisé en informatique, l'information est codée sous forme de bits, 0 et 1. Chaque bit correspond à un niveau de tension précis. Lorsqu'une perturbation électromagnétique modifie cette tension, le récepteur peut interpréter un 0 comme un 1 ou l'inverse. Le message reçu devient alors incorrect, voire totalement inutilisable. Ces perturbations sont généralement d'origine électromagnétique.
Elles peuvent être internes, comme celles générées par les composants électroniques d'un équipement, ou externes, comme les fours à micro-ondes, les transformateurs, les moteurs électriques ou même les câbles électriques voisins. Pour limiter ces perturbations, plusieurs mécanismes de protection sont utilisés. La première protection concerne l'antiparasitage des sources de parasites. Les équipements électriques doivent respecter des normes strictes afin de limiter les émissions électromagnétiques. C'est une obligation légale pour les constructeurs. Ensuite, lors de l'installation d'un réseau, on évite de faire passer les câbles de données à proximité de sources perturbatrices. Par exemple, on ne fait pas courir un câble Ethernet juste à côté d'un câble d'alimentation ou d'un moteur industriel. Une autre solution consiste à utiliser des chemins de câbles métalliques. Ces chemins agissent comme une cage de Faraday, empêchant les ondes électromagnétiques extérieures de perturber le signal à l'intérieur. Le blindage des câbles est également très utilisé. Dans ce cas, les conducteurs sont entourés d'une couche métallique reliée à la terre. Cette couche absorbe les perturbations électromagnétiques avant qu'elles n'atteignent le signal utile. Enfin, la transmission différentielle est une technique clé dans les réseaux modernes. Le même signal est transmis sur deux conducteurs avec des polarités inversées. Le récepteur ne s'intéresse qu'à la différence entre les deux signaux. Les perturbations, qui affectent généralement les deux conducteurs de la même manière, sont alors annulées. Grâce à l'ensemble de ces techniques, les câbles électriques restent un média fiable pour les réseaux locaux, malgré leurs limites physiques. Parlons maintenant d'un média fondamental des réseaux filaires, le câble à paire torsadé. Le câble à paire torsadé est composé de fils conducteurs en cuivre, organisés par paire. Chaque paire est enroulée en hélice, c'est-à-dire torsadée sur elle-même. Cette torsade n'est pas faite au hasard, elle joue un rôle essentiel dans la qualité de la transmission. Lorsque deux fils sont torsadés ensemble, cela permet de réduire la diaphonie. La diaphonie correspond à une perturbation du signal d'un fil causée par le champ électromagnétique généré par un autre fil voisin. En maintenant une distance constante entre les deux conducteurs et en les enroulant l'un autour de l'autre, les perturbations s'annulent en grande partie. Chaque paire est caractérisée par un nombre moyen de torsades par mètre. Plus le nombre de torsades est élevé, plus la paire est protégée contre les interférences et la diaphonie. Un câble réseau contient généralement plusieurs paires torsadées, le plus souvent 4. Pour éviter que les paires ne se perturbent entre elles, le nombre moyen de torsades par mètre est volontairement différent pour chaque paire. Cela permet de limiter la diaphonie entre paires. Au fil du temps, différentes catégories de câbles à paire torsadés ont été définies. Certaines catégories sont aujourd'hui obsolètes. La catégorie 1 était utilisée pour la téléphonie et a été abandonnée au profit de catégories plus performantes. La catégorie 2 était utilisée dans les anciens réseaux token ring à très faible débit, environ 4 mégabits par seconde avec une bande passante de 2 MHz. D'autres catégories sont en voie de remplacement. La catégorie 3, composée de 4 paires torsadées, offre une bande passante de 16 MHz. Elle a été largement utilisée en téléphonie et dans les premiers réseaux Ethernet, mais elle est progressivement remplacée par des catégories plus récentes. La catégorie 4, aujourd'hui peu décrite dans les normes actuelles, offrait une bande passante de 20 MHz et était utilisée pour des réseaux token ring ou du 10 base T. Les catégories actuelles sont les plus utilisées dans les réseaux modernes. La catégorie 5 offre une bande passante de 100 MHz et peut être utilisée pour la téléphonie ou les réseaux fast Ethernet à 100 Mbps par seconde. Elle a été améliorée avec la catégorie 5E, pour Enhanced, offrant une bande passante d'environ 125 MHz et de meilleures performances. La catégorie 6, aussi appelée classe E, offre une bande passante de 250 MHz et jusqu'à 500 MHz pour la catégorie 6A. Elle permet des débits allant jusqu'à 10 Gigabits par seconde sur une distance pouvant atteindre 90 mètres. La catégorie 7, ou classe F, pousse encore plus loin les performances, avec une bande passante de 600 MHz et jusqu'à 1 GHz pour la catégorie 7A. Elle peut supporter des débits très élevés, jusqu'à 10 Gigabits par seconde, et est utilisée dans des environnements exigeants, parfois aussi pour la télévision. Un autre aspect essentiel des câbles à paire torsadés est le blindage. Le blindage permet de limiter les interférences électromagnétiques. Il peut être appliqué autour de chaque paire, autour de l'ensemble du câble, ou les deux à la fois. Placé entre la gaine extérieure et les paires, il agit comme une cage de Faraday et permet d'acheminer les parasites électriques vers la masse. Il existe principalement deux types de blindage. Le blindage par feuillard, NoTF pour foil, utilise une feuille d'aluminium. Il offre une bonne protection pour un coût modéré. Le blindage par tresse, NoTS pour braided shielding, utilise une tresse en cuivre étamé. Il offre une protection maximale, mais avec un coût plus élevé. Selon la combinaison de ces blindages, on obtient des câbles UTP, FTP, STP ou SFTP, chacun étant adapté à des environnements plus ou moins perturbés. Passons maintenant aux autres médias de transmission utilisés en réseau informatique, en commençant par le câble coaxial. Le câble coaxial est constitué d'un seul conducteur central en cuivre, appelé lame du câble. Ce conducteur peut être simple ou multibrin.
Il est isolé de son blindage par un matériau diélectrique, généralement du PVC ou du téflon. Autour de cette isolation se trouve un blindage métallique, puis une gaine externe. Cette structure permet de transporter des signaux sur de longues distances avec un débit relativement élevé, pour un coût modéré. Le câble coaxial a été largement utilisé dans les réseaux câblés urbains, comme la télévision par câble ou les premiers réseaux Ethernet. Cependant, il présente des limites importantes. Il est fragile, moins stable que les technologies modernes, et reste vulnérable aux interférences électromagnétiques ainsi qu'aux écoutes, car le signal est de nature électrique. La fibre optique représente une rupture technologique majeure par rapport aux câbles électriques. Ici, les données ne sont plus transmises par un signal électrique, mais par des rayons lumineux guidés à l'intérieur du cœur de la fibre. Ce cœur est entouré d'une gaine optique et de protection mécanique. La transmission est généralement unidirectionnelle, ce qui implique l'utilisation de deux fibres pour une communication bidirectionnelle. La fibre est totalement insensible aux champs électromagnétiques, ce qui élimine les problèmes de bruit et d'interférence. Elle permet des débits extrêmement élevés sur de très longues distances. On distingue deux types principaux. La fibre monomode, capable de transporter environ 1 gigabit par seconde par kilomètre, et la fibre multimode, qui peut atteindre jusqu'à 100 gigabits par seconde par kilomètre sur des distances plus courtes. Les avantages de la fibre sont nombreux. Légèreté, très faible atténuation, immunité totale au bruit, très haut débit et quasi-impossibilité d'écoute. En revanche, elle présente aussi des inconvénients. Une installation complexe, un coût élevé et des contraintes techniques importantes. C'est pourquoi la fibre est principalement utilisée pour les liaisons entre répartiteurs, les infrastructures très haut débit et les réseaux longue distance. Elle n'est généralement pas adaptée aux réseaux locaux classiques, ou LAN, au niveau des postes utilisateurs. Les médias sans fil utilisent les ondes électromagnétiques pour transmettre l'information. Ces ondes radio s'étendent d'environ 9 kHz à 300 GHz et sont strictement réglementées selon les régions du monde. En réseau informatique, les communications sans fil se font principalement dans la bande UHF, comprise entre 300 MHz et 3 GHz. Selon la portée du réseau, on distingue plusieurs usages. Pour les réseaux personnels, ou PAN, on retrouve des technologies comme le Bluetooth, Zigbee ou le wireless USB. Pour les réseaux locaux, ou LAN, on utilise le Wi-Fi ou Hyper-LAN. Pour les réseaux métropolitains, on trouve WiMAX ou Hyperman. Enfin, pour les réseaux étendus, ou WAN, on utilise les technologies cellulaires comme la 3G, la 4G, le GSM ou l'UMTS. Les communications infrarouges, qui utilisent des fréquences très élevées entre 300 GHz et 100 THz, ont été utilisées pour le transfert de fichiers à courte distance, mais elles sont aujourd'hui largement remplacées par les technologies radio. Les communications par lumière visible, dans le spectre optique, restent anecdotiques et peu utilisées en pratique. Le CPL, ou courant porteur en ligne. Le CPL est une technologie qui permet de transmettre des données via le réseau électrique existant. Elle ne nécessite aucun câblage supplémentaire, ce qui constitue son principal avantage. Le principe consiste à superposer au courant électrique alternatif, à 50 ou 60 Hz, un signal de plus haute fréquence et de faible énergie transportant les données. On distingue deux grandes catégories de CPL. Le CPL haut débit utilise des modulations multiporteuses, comme l'OFDM, sur des bandes de fréquence allant de 1,6 à 30 MHz, avec des débits pouvant aller de 14 à 500 Mbps par seconde. Le CPL bas débit, quant à lui, utilise une seule porteuse à la fois, avec des bandes de fréquence plus basses. Il offre des débits très faibles, de quelques kilobits par seconde, et est principalement utilisé pour la domotique. Le principal défaut du CPL est sa très forte sensibilité au bruit et à l'atténuation. Le réseau électrique n'ayant pas été conçu pour transmettre des données, la qualité de la communication dépend fortement de l'état du câblage. Des mécanismes de redondance sont donc nécessaires pour limiter les erreurs. Chaque média de transmission possède ses forces et ses limites. Le choix dépend toujours du contexte, distance, débit, coût, environnement et sécurité. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve prochainement pour la suite de notre formation.